d'hôpital est à interroger, non pas à l'absolu, il ne s'agit pas de raser tous les hôpitaux demain si on arrive au pouvoir, loin de là, mais de commencer à réfléchir à la proximité du soin, à des structures intermédiaires dans lesquelles seraient mieux distribués les moyens qui permettent de prendre en compte l'être humain dans son ensemble, et pas seulement comme entité, comme pur corps, qui, fruit d'analyses biologiques, serait orientable ou soignable ou non selon les résultats que telle ou telle protéine aurait donné. Vous voyez, cette approche qui consiste à nouveau à refaire société, en quelque sorte, et à faire qu'il n'y ait pas des lieux qui vous sortent de la société, et que les lieux qui... Parce que le rôle de l'hôpital, mais par ailleurs ce qu'ils font des hôpitaux, là, non pas de la façon dont je vous décrivais à l'instant, mais tout simplement en s'assurant qu'ils ne soient plus dans la ville. L'Hôtel-Dieu, double résonance, Lyon, Paris. Privatisation à Lyon, vendu au Qatari pour faire un hôtel de luxe. Et à Paris, ils ont tenté de faire la même chose. Marseille. Donc, vous voyez, et on sort l'hôpital de la ville, on le rend plus difficilement accessible, on en fait un lieu dans le lieu, une sorte d'excroissance comme ça, qui évidemment génère de la souffrance, qui génère de la distance par rapport aux soins, évidemment pour les médecins et les infirmiers, fait que, bon bref, toutes ces questions-là, il faut qu'on les réfléchisse de façon conjointe. La question de l'urbanisme de façon générale, le fait que c'est pas que les hôpitaux, c'est les tribunaux aussi qu'on essaie de sortir de la ville maintenant. Et tout ça pour gagner quelques millions d'euros. Le tribunal judiciaire de Paris n'est plus au centre de Paris comme il était depuis à peu près 1000 ans, si on prend la généalogie monarchique en compte, et le fait que le premier palais royal était le lieu où on rendait justice 1000 ans plus tard encore en France, mais dans un immeuble de bureau qui a été offert à Bouygues par Nicolas Sarkozy à la lisière de la ville, et qui n'incarne rien, où l'architecte lui-même a avoué qu'il n'avait pas voulu mettre des escaliers par peur d'intimider ceux qui y rentraient, ce qui est quand même théoriquement, symboliquement une des fonctions du tribunal, pour essayer de vous faire orienter dans vos comportements, et ça ressemble à un hypermarché aujourd'hui. Vous voyez, enfin, toute cette dérive sociétale majeure, il faut quand même à un moment donné l'interrompre. Et l'interrompre, c'est une philosophie, c'est une révolution normative du droit, une révolution politique, mais c'est aussi quelque part, sans rentrer dans un discours... il y a quelque chose, je ne sais pas si spirituel, mais en tout cas d'existentiel. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on ait à nouveau des gens qui s'intéressent aux politiques et qui soient prêts à lutter politiquement, qui aient quelque chose en eux, qui aient une forme d'âme, qui ne ressemblent pas à des cadavres surmaquillés comme on les voit à la télévision pour masquer leur absence de vie, ou en tout cas de vitalité. Et ça c'est pour ça que je crois fondamentalement que si on va y arriver, ce sera à travers l'utilisation de moyens alternatifs. C'est pas en allant coller des tracts, des affiches, pardon, dans les lieux officiels institutionnels. C'est en taguant en co 2027 en face du domicile de quelqu'un qui n'a pas envie de voir ce truc-là. Alors il ne faut pas que ce soit une dégradation qui coûte à la collectivité, il faut à chaque fois qu'on trouve des... Mais vous voyez, c'est des jeux comme ça avec la norme qui fassent que ceux qui ont envie de jouer, et qui du coup ont quelque chose un peu encore de vivant en eux, vous voyez, qui ne sont pas des gens éteints, écrasés, ou qui justement, étant éteints, écrasés, cherchent à renaître à travers ce processus politique, et à y trouver une forme de plaisir et de divertissement qui sortent des cadres actuels, qui ne soient pas rémunérateurs, qui ne fassent pas que vous espérerez le surlendemain devenir assistant parlementaire, député, conseiller régional, mais simplement, tout d'un coup, un peu vous amuser. Ce sentiment de plaisir que j'ai pu ressentir, pour finir, quand, me retrouvant par hasard aux côtés de ces chers victorieux qui avaient décidé d'enfoncer au Fenwick les portes du ministère de la République occupé par Benjamin Griveaux, qui était le porte-parole du gouvernement, qui avait qualifié les Gilets jaunes de fumeurs de gitane et qui roulaient en diesel, ce qui selon lui n'était pas sa France. Bien, quand je me suis retrouvé pris un peu par hasard là-dedans, je les ai vus un peu hallucinés, hein, honnêtement. Y assister comme spectateur, je peux vous dire que c'est quelque chose, surtout que c'était assez inattendu, et je les ai vus rentrer, mais tout de suite partir en courant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de volonté de faire quoi que ce soit d'autre que d'à un moment donné, symboliquement, enfoncer les portes de ce qui était censé nous représenter pour leur envoyer un message. D'ailleurs, ils avaient commencé par sonner à l'interphone, disons Benjamin, alors, parce que t'es là. Bon, et qui commence à courir, mais que du coup on comprend que ça va mal se passer, qu'on a nous intérêt aussi à partir, et qu'on voit des CRS chargés comme des mules nous courser derrière en contresens avenue Kléber. C'est des moments où vous dites qu'il n'y a pas besoin de Disneyland quand la politique reprend sa place dans notre pays, vous voyez, parce que c'est des moments de pure joie, parce que vous savez que c'est inoffensif à leur égard, à notre égard, et en même temps c'est très significatif. Eh bien, c'est moi qui ai le micro.
Bon, j'entends bien tout ce que vous dites et je suis assez d'accord. Mais bon, on parle de... Quand on regarde un petit peu le paysage politique, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une déstructuration du pays qui est de plus en plus rapide, parce qu'effectivement, on peut parler de pédophilie, de déstructuration de l'école, de déstructuration des hôpitaux, de déstructuration sociale. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de divorces, les enfants sont de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué. Bref, il y a une déstructuration qui est de plus en plus rapide et effectivement une oppression, qu'elle soit directe ou indirecte, qui est de plus en plus importante. Alors, j'étais en renseignement avec Martine Vonner, hein, j'étais responsable local, hein, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, ben, on n'avançait pas. Et je pense que globalement, malheureusement, des personnes qui ont de la conscience ont du mal à avancer. Parce qu'en face, on a des gens qui, eux, n'ont pas de conscience. Et eux avancent à grands pas pour déstructurer de plus en plus notre société. Bon. On a du mal à se réunir. Oui, je sais, il y a une question qui va arriver, mais bon. Ah oui. Tout à l'heure, ça a duré 3 minutes. Bien. En bref. Alors, c'est pas grave. Allez, je vais la poser. Bien. Je pense que, malheureusement, on essaie de mettre en place des choses, effectivement, locales, mais je pense qu'il faut que l'ensemble des résistants de France, à un moment donné, communiquent davantage, parce que nous sommes très nombreux, extrêmement nombreux, mais finalement, nous ne le savons pas trop. Hein. Que l'on prenne Philippot, que l'on prenne Vonner, que l'on prenne... enfin, toutes les personnes. Je pense que là, il faut qu'on ait beaucoup plus de communication de façon à être une force qui puisse faire en sorte que ce que nous disions, ce que nous fassions, ça soit pris en compte. Voilà. Je vais vous renvoyer le... Voilà. Et que derrière, la force, c'est le nombre. Et si à un moment donné, on impose ce changement de société, si on ne le fait pas nous, c'est pas en faisant des propositions qu'on y arrivera. Je pense qu'on a des gens trop mauvais en face, qu'il faut que nous le fassions nous-mêmes, en fait. Merci. Merci. Moi j'ai une contre-proposition, c'est qu'on ne soit surtout pas groupusculaire, pardon. C'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas du tout dans les catégories déjà existantes des quelques milliers de personnes qui sont engagées dans différentes causes ces dernières années, ou dizaines de milliers, ou même centaines de milliers. Il faut aller chercher la masse. Hein. Il faut évidemment se constituer en avant-garde et se préparer à agir, chacun d'entre nous, en essayant de réfléchir. La même chose que je vous disais sur le rôle qu'on souhaiterait jouer au sein de la société, réfléchissons-le sur le rôle qu'on souhaiterait jouer au sein d'une révolution éventuelle, parce qu'on va en avoir l'opportunité, les Gilets jaunes nous l'ont montré, à un moment donné, les peuples se mettent en branle, et c'est le plus souvent pas à travers des personnes qui étaient déjà engagées ou qui étaient déjà identifiées comme telles. C'est spontané, c'est une sorte de combustion au moment, parce que les éléments se présentent. Et nous, il faut qu'on soit préparé à accompagner ce mouvement. Pas à prendre la tête, pas à se l'accaparer. La force des Gilets jaunes, c'est d'avoir d'ailleurs résisté à toutes ces tentatives à ce moment-là. C'est ça qui nous a permis d'échanger. Mais sauf que, par contre, il faut qu'on ait une conscience de ce qu'on a raté cet épisode. Pourquoi ? Parce qu'on n'était pas prêt. Parce qu'on n'avait pas la formation politique suffisante. Parce qu'on ne savait pas ce qu'il fallait faire et ce qu'on pouvait faire surtout. Il ne s'agit pas de donner des leçons, il s'agit de réfléchir à ce qui nous a manqué et comment combler ces manques. C'est ça qui est fondamental, beaucoup plus que construire des unions plus ou moins équilibrées avec des questions d'ego, de coordination, de je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est vraiment insignifiant, c'est pas le moment. Les réseaux de résistance, sans vouloir faire des comparaisons excessives ou qui pourraient sembler indécentes, leur force, c'était avant tout le nombre, la pluralité. Et à un moment donné, ça se met en branle naturellement et ça commence à monter, à monter et à monter. Et certes, il y a eu des tentatives de coordination, c'est vrai. Il y a eu des moments, mais c'était dans un moment critique seulement. Et on a vu la vulnérabilité que ça générait. Ça a certes généré des héros, mais des héros sacrificiels. Ça a généré Jean Moulin. Très bien, Jean Moulin, on a vu ce qui lui arrivait. Ça a généré toute une série de têtes qui tombaient et qui se voyaient exposées. Or, ce qu'il nous faut, nous, c'est travailler la dynamique au niveau... organique, vous voyez, c'est aller chercher des gens, leur générer du désir, pas rentrer dans des questions de structure, vraiment aller appeler à l'instinct. Quand on m'envoie une photo de quelqu'un qui s'est arraché lui-même sa dent parce que ça fait 2 mois qu'il n'avait pas de rendez-vous avec un dentiste, c'est ça qui compte. C'est pas qui est qui, quel est le programme, enfin, c'est ça, c'est le fait, comment est-ce que ça se fait qu'on est dans un pays et que des centaines de réactions que je reçois, c'est dire, ah, elle a eu de la chance que ce soit que 2 mois. Moi, chez moi, c'est 8 mois. Moi, chez moi, il n'y a pas de dentiste dans tout le département. Moi, c'est un cardiologue qui n'a pas pu me voir alors que j'avais fait
un arrêt cardiaque, et que je devais avoir des analyses, et ainsi de suite. Vous voyez, ces facteurs les plus vraiment tangibles de cet effondrement qui existe et qui est réel, on n'est pas là pour être plus juste que ceux qui nous gouvernent. On est là pour sauver des gens, on est là pour sauver nos propres vies. On en est là, c'est à ce niveau-là, parce que si ça ne nous a pas touchés aujourd'hui, ça nous touchera demain. Si on a eu la chance d'être en bonne santé jusqu'aujourd'hui, demain, peut-être qu'on ne le sera pas, peut-être que des gens ne le seront pas autour de nous, et quoi qu'il arrive, qui accepte de vivre dans un pays qui est la 8e puissance mondiale, où il est devenu impossible de se soigner? Cette seule question devrait être un facteur de révolution et de préparation sérieuse à des révolutions, y compris à travers des méthodes que eux considèrent comme violentes. Parce que si ça, c'est pas violent, alors je ne sais pas. Bonjour, du coup j'avais une question. Dans un contexte où le droit semble de plus en plus instrumentalisé par le pouvoir exécutif, comment envisages-tu l'avenir du droit en France et quelles seraient, selon toi, les conditions d'une refondation démocratique réelle et durable? Merci beaucoup. J'essaie d'être bref, deux choses très simples. Le droit est l'instrument du politique. Il ne faut pas sacraliser le droit comme une valeur en soi. Le droit, c'est l'expression d'un rapport de force à un moment donné. Et si aujourd'hui le droit est si souvent retourné contre nous, c'est que nous ne sommes pas en position de force dans le système politique actuel. C'est aussi simple que cela. Deuxième question, quelle est la fonction du droit quelle est la fonction qu'on veut faire jouer au droit? Eh bien, il y a tout ce qu'on vous a décrit sur l'élection des magistrats et ainsi de suite pour le rendre plus efficace. Il y a toute une série de réformes qu'on va proposer aussi pour faire que, tout simplement, on ait accès à la justice, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Moi, comme avocat, mon pire traumatisme des premières années, et quelque part le mouvement des Gilets jaunes et quelques autres m'ont sauvé, c'était de devoir demander 2 000 € à n'importe qui pour un quelconque dossier. Je compte la violence sociale qui consiste à créer cette barrière d'entrée pour un citoyen, pour commencer à avoir droit à l'accès à la justice. C'est de l'ordre de l'absurdité. Et quand vous rajoutez à cela non seulement l'arbitraire et tout ce qu'on a décrit jusqu'ici, mais les délais, des années qu'il va falloir pour avoir une décision qui devra par ailleurs demander de nouvelles démarches pour être exécutée dans une... J'en suis arrivé à me dire que le sage qui rendait justice sous son arbre dans chaque village était beaucoup plus sain que le système auquel on est exposé aujourd'hui. Que l'explosion normative auquel on ne comprend rien, qui crée tout autant de choses trappes et de possibilités de pièges et ainsi de suite, était une aberration vraiment angoissante. Et que donc il fallait rompre complètement avec cette dynamique, avec les propositions qu'on a commencé à égrener, mais aussi avec une réflexion plus large qui revienne à rapprocher la justice et à nous donner plus de pouvoir dans la conception d'édifices et d'arbres de justice. Pas de bois de justice, quoique peut-être, pour ceux qui ne savent pas, c'est le synonyme de la guillotine. Voilà, donc là, ça va être l'avant-dernière question. Merci. Merci à tous. En fait, pour être présidentiable, maintenant, il faut obtenir 500 signatures de maire. Et maintenant, depuis 2016, impossible aux maires de cacher pour qui ils ont donné leur aval. Et donc ça constitue un frein majeur à n'importe qui veut s'engager dans cette voie pour changer les choses. Est-ce que vous pensez pouvoir déjà franchir cette première barrière? D'autre part, je ne connais pas en fait votre programme exact, mais est-ce que vous songez à refaire une constitution? Vraiment, je suis très intéressée par le fait de retravailler les constitutions et que le peuple vraiment se mette en atelier pour faire cela. Donc, et puis, troisième chose, comment convaincre des personnes, parce que j'en connais plein, qui se disent de toute façon, ils sont tous pourris, c'est tous pareil, c'est les blabla, je ne vote plus, je sais que ça sert à rien. Voilà. Désolée pour toutes ces questions, vous répondez à ce que vous voulez. Moi, je pense que sur la troisième question, ils ont fondamentalement raison, et je suis d'accord avec eux. Et l'idée, c'est d'essayer de trouver une voie alternative qui fasse qu'ils aient un peu moins raison qu'aujourd'hui. Mais on part du même constat. Et moi, j'ai appelé à sortir du jeu électoral et de la comédie électorale ces dernières années, en étant convaincu qu'on était en train de se faire berner. Et les élections de juin
dernier ont confirmé ce constat. Donc l'enjeu, c'est d'essayer de retourner cette machine. Sur la question de la Constitution, le référendum, en toute matière, y compris constitutionnel, permet à chacun d'entamer à n'importe quel moment, enfin en tout cas de chercher à faire entamer ce processus. Et donc les ateliers constituants dont vous parlez, c'est la préparation de la citoyenneté à cette fin. Dans notre Discord, il y a déjà des ateliers constituants qui s'organisent pour que les gens se préparent à se dire, bah voilà, moi j'aimerais bien que telle chose change, que telle autre, ainsi de suite, comment il faut faire, comment ça se traduit en droit, et comme ça s'approprier le politique. Mais ne fétichisez jamais la norme, ne fétichisez jamais l'instrument. L'instrument, moi, on va bientôt débattre avec Étienne Chouard à ce sujet, c'est pas la fin, c'est un moyen comme un autre. Vous voyez, c'est de la même façon que l'élection est un moyen comme un autre. Il n'y a pas de fétiche de l'élection. Il faut qu'on y arrive d'une façon ou d'une autre. Si ça passe par l'élection, tant mieux. Sinon, il faudra s'organiser différemment. Et la première question qui est intéressante, je l'ai oubliée. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'en fait, c'est un rituel, là encore, magnifique. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à aller vous intéresser à des gens qui sont les derniers politiciens à être respectés, surtout quand ils sont maires de petites communes, qui sacrifient beaucoup de leur vie pour essayer d'aider ceux de leurs concitoyens. Ça fait que ceux qui vont les avoir, à part les apparatchiks des gros partis, pour ça on sait comme ce sont des petits candidats qui seront allés chercher village après village, ville après ville, une écoute, une attention, et qui vont s'imprégner en fait de ce que vont leur dire ces gens, de la réalité qu'ils connaissent dans des pays, dans des régions, dans des territoires où ils seraient probablement pas allés. Et donc si on ne les obtient pas, c'est notre faute. Et si on ne les obtient pas parce qu'ils sont trop lâches, parce qu'ils ont peur que leur nom apparaisse, c'est leur faute. Mais dans les deux cas, il y a un problème qu'il va falloir résoudre, et ça ne sera pas le problème de la règle, qui m'apparaît en fait fondamentalement saine, et un prétexte pour beaucoup, pour justifier de ce qu'en fait ils ne peuvent pas y aller, et ainsi de suite. C'est pour moi, au contraire, c'est quelque part une des seules choses que je considère, sinon sauvables, du moins intéressantes dans le système actuel, et non pas du tout un rempart, comme on ne cesse de le qualifier dans l'espace public. J'ai juste un truc à rajouter par rapport aux maires. Il y a des ruches qui sont en train de se monter partout sur le territoire, et le rôle des ruches, justement, c'est de remettre la démocratie à son premier plan, c'est-à-dire c'est vous qui décidez. Si le maire de votre ville, vous avez besoin qu'il soit au courant de ce qui se passe, et vous avez besoin de lui faire comprendre que les choses doivent changer, vous pouvez très bien organiser une réunion citoyenne où le maire est invité. Et c'est un représentant de l'État, il est censé écouter les citoyens, et donc plus vous serez nombreux à aller lui demander de vous écouter, et plus il y a de chances qu'il le fasse. C'est-à-dire que depuis le début, on entend le débat du pouvoir, des institutions, etc. Jérôme est un technicien, c'est très facile de comprendre ce qu'il dit, mais il ne faut pas oublier que ces gens ont le pouvoir parce qu'on oublie de reprendre le nôtre. On est faible. Donc on n'est pas faible. Non, on n'est pas faible. On a laissé faire les choses, et on a l'impression aujourd'hui que c'est normal. Mais si nous, là, en faisant des conférences, on a gagné quand vous allez sortir dehors et que vous allez vous demander, il faut peut-être falloir que je récupère mon pouvoir à un moment donné. Et plus vous allez vous dire ça, et plus ça va donner des résultats, et plus vite les choses vont avancer. Donc, à partir du moment où on récupère sa capacité de remise en question et sa capacité de volonté d'être actif dans le changement, plus les choses arrivent vite. La clé, c'est pas un personnage. D'ailleurs, tous les gilets jaunes qui sont là le savent très bien, et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de leader, parce qu'un personnage ne change rien. Si on attend tous que quelqu'un nous sauve, ça n'arrivera pas. Vraiment, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un dans cette pièce qui pense que quelqu'un va le sauver, je vous le dis, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Que ce soit Juan ou quelqu'un d'autre. Et c'est en ça qu'on participe au même projet. Il faut que chacun d'entre vous comprenne que vous êtes une partie du changement. Merci Maxime, c'est hyper important ce que tu viens de dire, parce qu'on est l'intelligence collective, et la puissance d'être découle de cela, et on a tendance à l'oublier. Donc venez dans les ruches, et peu importe le niveau d'action que vous avez, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez l'impression de ne pas faire grand-chose que c'est inutile. Au contraire, rien que le fait de discuter avec quelqu'un, en l'amenant à se poser des questions, ça a plus de valeur qu'un politicien qui va faire 3 heures de débat sur une chaîne de télévision. Donc c'est vrai, peu importe les moyens dont vous disposez, peu importe le temps dont vous disposez,
peu importe l'image que vous avez de vous-même dans vos compétences et dans vos capacités, faites ce que vous pouvez. C'est déjà beaucoup mieux que de rien faire. Et c'est là où mon rôle est un rôle, et notre rôle, c'est un rôle de véhicule. C'est-à-dire que pouvoir envoyer un lien YouTube d'une vidéo qui a fait 100 000, 200 000, 300 000 vues à quelqu'un, c'est déjà avoir la promesse, en tout cas la possibilité d'ouvrir un peu sa curiosité. Vous voyez, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des animaux mimétiques. On fonctionne en miroir. On fonctionne en fait comme une balle qui va d'un élément à l'autre, comme ça, et qui va dessiner son chemin, parfois sans véritablement exercer sa volonté. Et donc il faut jouer de ce fonctionnement mimétique, et c'est pour ça qu'on a besoin de figures qui concentrent à un moment l'attention. Moi je me souviens la première fois que j'ai vu une vidéo de Maxime Nicole quand le mouvement commençait, des Gilets jaunes, je me souviens du sentiment de fascination que j'avais pour lui. Pas pour lui en tant qu'individu, mais pour lui comme figure qui tout d'un coup nous retenait tous. Il faisait pas grand chose à ce moment-là en plus, il était juste en train de nous lire. Et le simple fait de regarder quelqu'un nous lire générait déjà quelque chose de ce sentiment d'appartenance et de collectif. Vous voyez? Et donc en fait, il faut qu'on ait cette capacité à instrumenter, et ça répond à la première question qui m'a été posée sur la question du sacrifice, de l'instrument. On est des vecteurs, des véhicules, et l'enjeu, c'est à la fois que ce véhicule aille le plus loin possible, et que ce qui a produit ce véhicule, ce qui lui a donné son carburant, subsiste à ce véhicule, si jamais il venait à s'arrêter, à tomber en panne ou à s'effondrer. Et que d'autres en naissent. Et pour ça, il faut de la transmission de savoir, de compétences, d'où les livres, d'où l'importance de faire cet effort, d'appropriation pour que ce soit vous ou vos enfants, le prochain puisse à un moment donné prendre ma place. Et ainsi, générer aussi une société sur le long terme, au-delà de notre génération, au-delà des urgences immédiates et des impératifs que l'on a, s'assurer qu'il va y avoir justement génération. Il va y avoir quelque chose qui va couler et qui va aller bien au-delà de nos existences individuelles. Et ça suffira à non seulement être utile, mais à donner un sens à nos vies. Et c'est un facteur fondamental et utile du politique, y compris dans ses fonctions projectives les plus archaïques, comme l'élection, l'émergence à un moment donné de figures qui sont capables de canaliser certaines énergies pour les amener à bon port ou à mauvais port quand elles sont mal dirigées. Et c'est déjà l'heure de la dernière question, il est 19h20. Et donc je vais vous demander de faire court, d'aller à l'essentiel. Et ensuite s'ouvrira donc le pot de l'amitié. Je renouvelle au nom de toute l'équipe nos remerciements à toutes les personnes qui ont contribué à apporter quelque chose pour le pot de l'amitié. On parlait d'énergie, on parlait de bougies, on parlait de véhicules. Il y a une autre énergie qui est aussi l'argent, qui peut servir à nous aider à développer les ruches, notamment sur la Drôme, sur l'Ardèche. Donc il y a une petite tirelire rose qui est à l'entrée, donc n'hésitez pas à nous donner un peu de force aussi comme ça. Voilà, elle est juste derrière vous. Et donc c'est l'heure de la dernière question, merci. Bonjour à tout le monde, et premièrement merci beaucoup Monsieur Branco, merci encore Damien, et merci le prénom que j'ai oublié, mais Maxime. Voilà, voilà, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est formidable. Alors, une question, qu'est-ce qu'on risque si par exemple on met sur nos véhicules, ou éventuellement sur nos portails, une affiche avec article 68, destitution, par exemple Branco 2027. Première question. 2, c'est rapide. Non mais je vais vite. Voilà. Deuxièmement, avec mes modestes connaissances en droit, il me semble qu'il y a une haute trahison d'État, et il y a notamment un mensonge d'État quant aux injections de thérapie génique en phase expérimentale 3 forcées sur les gens, puisque Macron et Véran, le véreux, a menti, et qu'il n'y avait aucune couverture à 95%. Est-ce qu'on pourrait se constituer tous en partie civile ou quelque chose, faire une plainte collective? J'ai terminé. Merci. Okay. Ma réponse va être vraiment percutante. Il faut aller toucher l'âme des gens. Donc si vous commencez à leur parler d'articles de la Constitution, cette masse qui aujourd'hui préfère aller chercher de l'émotion, y compris sur des vecteurs qui sont profondément pollués comme Instagram, TikTok et compagnie, on ne va jamais les saisir. Donc il faut d'abord qu'on aille les chercher par la réalité, par le réel, par ces histoires qu'on voit au quotidien de choses qui sont d'une violence innommable, par des exemples, par des incarnations, par du vécu. Ça c'est, à mon sens, le premier point. Deuxième point, les deux questions que vous m'avez posées,
semble refléter encore une forme de croyance dans le fait qu'à système constant, quelque chose va changer, que ce soit par l'article de la Constitution actuelle ou par une procédure judiciaire sur les questions sanitaires ou autres. Oubliez l'hypothèse que vous serez en mesure de faire respecter vos droits à travers le système existant sur des questions sensibles qui touchent à des intérêts d'État. Ça n'arrivera pas. Ce qu'il faut, il faut en fait faire dissidence sur ces questions. Il faut sortir des instruments existants. Ok, j'ai accompagné David, qui justement est celui qui agite et qui a popularisé ses banderoles avec son avion, et j'ai réussi à le sortir de garde à vue en tant qu'avocat. Mais en réalité, c'est pas moi qui l'ai sorti. C'est sa force, c'est la réaction qu'aurait généré une détention provisoire ou une sanction trop importante, et c'est nos puissances combinées. Exactement pareil avec Maxime, exactement pareil avec le peuple sénégalais. Donc le système juridique, de la même façon que le droit n'est qu'un instrument, le système juridique ne plie et ne ploie que face à la puissance sociale. Par contre, vous assurez qu'à chaque fois que quelqu'un va être persécuté, qu'à chaque fois que quelqu'un va être fragilisé, il ne se retrouvera pas seul. Il aura une voix pour l'accompagner, il aura une oreille pour l'écouter. Ça peut tout changer. C'est ça qui va faire que, d'une instance traumatique, elle va devenir salvatrice et libératrice. C'est ça que d'une instance écrasante deviendra, évidemment, un processus coagulant qui permettra à chacun de se ressortir plus fort et surtout plus soudé qu'il ne l'était en entrant. C'est de là qu'on va sortir de la division qu'ils essaient de produire à travers ces stigmates, la position de ces stigmates, et qu'on va recommencer à créer un corps social en mesure de les faire trembler. Donc c'est par cette résistance qui n'est pas anodine. Quand vous savez qu'il y a quelqu'un en difficulté dans votre département, quand vous savez que quelqu'un qui a fait quelque chose pour se battre pour des idées ou pour s'opposer au pouvoir existant, qui se retrouve en procès ou ainsi de suite, allez chercher l'information. Allez chercher à vous constituer en peuple pour être à ses côtés. C'est fondamental, y compris si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il a défendu. Vous savez, quand Marine Le Pen a été condamnée à l'inéligibilité il y a quelques mois, on a eu droit à tout un coryphée qui nous racontait que la justice était indépendante et qu'évidemment l'extrême droite voulait faire un putsch comme Hitler en 1933 en remettant en question cette évidence. J'ai eu le tort en tant qu'avocat d'analyser juridiquement la décision et en la lisant de démontrer que effectivement, mot pour mot, il était écrit que l'objectif de la décision était de l'empêcher de se représenter en 2027. C'est assumé par le juge. Vous savez ce qui m'est arrivé ? J'ai eu un journaliste du Monde qui m'a contacté pour me demander si je serais au meeting du dimanche prochain, du dimanche suivant, que Marine Le Pen allait organiser à Paris. Je veux dire, il faut sortir de ces logiques-là. Il faut sortir de ces questions absurdément partisanes, surtout en ce qui concerne un parti dont je suis désolé, mais il est le prochain en marche de notre société. C'est-à-dire que son insignifiance est devenue crasse. Et il ne fait peur à plus personne, si ce n'est à ceux qui se laissent manipuler par des acteurs politiques opportunistes qui continuent à faire croire qu'il serait la menace d'extrême droite aujourd'hui qui ferait plier le pays. L'extrême aujourd'hui est au pouvoir. Et quand le Rassemblement national arrivera au pouvoir, s'il y arrive, ce sera à peu près la même chose que ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est pas là que notre angoisse doit se projeter, c'est sur le présent. C'est sur ce qui nous habite aujourd'hui et sur la nécessité de le faire par tous les moyens utiles tomber. Et cette concentration, ce refus de jouer au jeu des petits chevaux qu'on nous présente et de se laisser avoir par leurs petites manipulations, cette intégrité, c'est fondamental, c'est là où on va changer les choses. C'est qu'on ne va pas avoir peur à un moment donné de se détacher de la doxa, ou qu'on ne va pas instrumentaliser ces questions pour essayer d'éliminer ou d'affaiblir un adversaire idéologique, parce que ce n'est pas notre enjeu aujourd'hui. Ça le sera demain, quand on aura rendu le pouvoir au peuple. Là, on s'engueulera idéologiquement. Là, on commencera à s'étriper sur des questions fondamentales liées à l'identité ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir le faire librement. C'est ça, aujourd'hui, qui nous réunit, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte. Voilà, merci beaucoup. Il y avait une remarque à propos de Damien, pour savoir si lui, il faisait partie, s'il était avec nous dans les ruches, et voilà, puisque, Damien, tu es connu comme étant un extrémiste, et en fait, ce qu'on a répondu à cette personne, c'est une chose toute simple, c'est, écoutez, oui, Damien est avec nous, et laissez la chance à la rencontre. Venez rencontrer Damien, et puis vous ferez vous-même votre propre opinion, tout simplement. Voilà, donc merci Damien d'être là.
Merci à vous d'avoir animé cette séance de questions-réponses qui a duré à peu près autant que la conférence, c'est-à-dire 1 heure. Donc maintenant, place aux réjouissances, aux festivités. Faisons connaissance, rencontrons-nous, faisons ruche et s'aimons. Et merci à Maxime Nicole aussi. Merci à Juan Branco. Je voulais juste vous dire un dernier mot, moi, avant de partir. La première des violences de l'État, c'est la désunion. C'est celle qui est utilisée par les médias et par n'importe quel moyen. Il ne faut surtout pas qu'on soit les uns avec les autres. Il faut surtout qu'on soit les uns contre les autres. Pardon. La fatigue. Du coup, la seule violence qui pourrait être acceptable, c'est qu'on s'unisse. Donc soyez violents, s'il vous plaît.